pour parler un petit peu des subventions aux combustibles fossiles, on a vu lundi un rapport qui est sorti d'Environnement Changement climatique Canada qui indique que le réchauffement au Canada se produit 2 fois plus rapidement qu'ailleurs. Et en même temps, le lendemain, vous nous présentez un rapport qui indique que les efforts faits pour éliminer les subventions inefficaces ont été relativement inefficaces eux-mêmes. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette disjonction entre le désir de limiter les changements climatiques, mais en même temps cette action un peu passive, un peu désordonnée du gouvernement? Donc, c'est vrai que lorsqu'on donne des subventions aux compagnies qui produisent des fossiles carburants de carbone, des combustibles de carbone, que ça va avoir un impact sur notre capacité d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est donc pourquoi les Nations unies ainsi que le G20 ont fait l'engagement que tous les pays devraient enlever ou réduire à zéro leurs subventions dites inefficaces. Le problème qu'on a trouvé dans notre audit, puis Sylvie pourra en parler encore plus, c'était que inefficace n'était pas bien défini et en plus, l'inventaire des subventions n'était pas complète. Donc, vous avez raison dans le sens qu'on met un prix sur le carbone pour essayer de réduire l'utilisation du carbone et en même temps, on est peut-être en train d'avoir des subventions inefficaces et le gouvernement doit... C'est une question de cohérence des politiques. Je ne sais pas, Sylvie, si tu veux ajouter de quoi. Oui, en fait, c'est une question de cohérence. C'est une question de développement durable, puis c'est un grand travail à faire de la part du gouvernement. On n'a pas dit dans nos rapports que c'était facile. En fait, c'est une tâche monumentale à faire. Mais cependant, pour guider notre travail, il faut avoir des définitions qui sont claires. Il faut avoir une définition claire de ce que c'est inefficace pour être capable de reconnaître ce qu'est une subvention inefficace. Et c'était une de nos recommandations, en fait, qu'ils aient une définition claire pour les aider à les reconnaître. Et ça, c'était spécifiquement pour Environnement et Changement climatique Canada. Donc, on espère qu'à l'avenir, ils auront une définition plus claire et pour, disons, améliorer la cohérence des politiques. C'est ça. Il y a deux choses à ajouter, je crois. Le fait qu'ils ont encore jusqu'à l'année 2025 pour réduire toutes ces subventions. Et l'autre chose qui était très intéressant, c'est le vendredi avant qu'on faisait notre dépôt, Environnement et Changement climatique, Canada a annoncé une consultation. Et ils ont mis au public beaucoup du travail que nous autres, on a vu dans notre audit. Hein? Oui, en effet, Julie. Ils ont publié une liste, en fait, entre autres, un document qui contient une liste de certaines mesures dont on avait connaissance pendant notre travail. Donc, j'invite tout le monde, en fait, à prendre connaissance de ce document-là et aussi de participer aux consultations parce que c'est un exercice qui est très important et ça peut contribuer fortement à adopter une définition qui pourrait, encore une fois, améliorer la cohérence des politiques au Canada. Puis être utile, effectivement. Diminuer les gaz à effet de serre, oui. C'est ça. Oui. Vous indiquez, Mme Guelfand, dans votre rapport sur les effluents miniers, que les mines de minerais non métalliques sont inspectées beaucoup moins souvent que les mines métalliques, pourtant que ces mines ne peuvent rejeter aucun effluent. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi on regarde moins? Pourquoi le ministère regarde moins les mines qui sont censées jamais polluer? Puis est-ce que ça veut dire potentiellement qu'il y a beaucoup de déversements qu'on ne voit pas? Bien, on peut pas aller si loin dans la logique pour dire que ça se peut. On ne le sait pas. La raison qui nous a été donnée, c'était qu'il n'y a pas de règlement qui gère les mines non métalliques, des mines de minerais non métalliques. Et il y a un règlement qui gère les mines de minerais métalliques. Alors, puisqu'il y a un règlement, ils nous ont dit
qui font plus d'inspections parce qu'il y a un règlement. Nous autres, ça nous a inquiétés. Ils n'étaient pas capables de nous expliquer que les mines de minerais non métalliques, dont les sables bitumineux, les mines de potasse, les mines de charbon, sont moins risquées que les mines métalliques. Et selon nous, il aurait dû être capable de montrer à Milan et à son équipe que les risques étaient bien gérés et qu'il n'y avait pas un besoin d'avoir le même taux d'inspection que les mines de minerais métalliques. Juste pour vous dire concrètement, les mines de minerais non métalliques étaient inspectées en moyenne une fois par tous les 18 mois, tandis que les mines de minerais non métalliques étaient inspectées seulement une fois par presque 30 mois. Alors, c'est vraiment une grande différence et ils n'étaient pas capables de nous expliquer le pourquoi. Merci. Du côté des subventions aux combustibles fossiles, vous nous avez indiqué plus tôt que ça fait partie d'un engagement international. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se passe ailleurs et puisque vous pouvez nous dire peut-être comment le Canada se compare à d'autres pays du G20? Ce que je peux vous dire, ça ne faisait pas partie de notre audit, je ne sais pas si Sylvie aurait plus d'informations. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que ça ne faisait pas partie de notre audit. On n'a pas comparé le Canada au reste du monde. Mais il y a quelque chose, il y a une revue des pairs qui se fait à travers le OCDE et le Canada va participer dans cette revue des pairs avec l'Argentine et peut-être on va avoir plus d'informations. Je ne sais pas, Sylvie, si toi, tu as plus d'informations. En fait, c'est ça. Tu fais référence, Julie, au processus de révision par les pairs. Je pense que jusqu'à maintenant, il y a les États-Unis et la Chine qui ont participé, ainsi que l'Allemagne. Et je pense que le Canada participe à la revue aussi, conjointement avec l'Argentine. Les rapports qui ont été produits sont disponibles. Tout le monde peut les lire, donc j'invite tout le monde à prendre connaissance des constats qui sont rapportés dans ces rapports-là. Il me semble que il y a disons que tout le monde a les mêmes défis pour définir ce qu'est les subventions inefficaces. C'est ce dont je me rappelle, mais encore une fois, allez voir. Et ce sera intéressant de voir ce qui émergera, en fait, de la revue par les pairs entre le Canada et l'Argentine. Parfait. Oui. Parfait, merci. On va revenir rapidement du côté des espèces aquatiques envahissantes. Vous mentionnez un des constats dans votre rapport, c'est que les deux, autant le ministère que l'Agence des services frontaliers, manquent de gens pour s'assurer de l'application des règlements sur les espèces aquatiques envahissantes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cet aspect? Dans quelle mesure est-ce que les deux organismes sont même en mesure d'appliquer les règlements à l'heure actuelle? Oui. Dans notre audit, on a trouvé qu'il y avait des questions de manque de ressources humaines, mais ce qui était encore plus inquiétant, c'était qu'il manquait les gens qui étaient aux frontières, et les agents des pêches, manquaient la formation, manquaient l'information, les procédures qu'ils devaient prendre lorsqu'il y avait un risque peut-être à la frontière. Alors, par exemple, on a écrit dans notre rapport l'exemple d'un bateau qui traverse la frontière, qui aura peut-être des moules zébrées, la larve de ces moules sur le bateau. Les agents des services frontaliers ont demandé à la personne à qui ça appartient, ce bateau, d'aller le laver dans une lave-auto avant de l'amener au Canada. Mais la température de l'eau dans une lave-auto n'est pas assez élevée pour tuer les larves. Alors, c'est donc un problème. Écoutez, les espèces aquatiques envahissantes, c'est difficile. Moi-même, j'ai déjà mis un canot dans l'eau pour faire un peu de canottage. Après ça, je ressors mon canot, puis il y a une enseigne qui dit « S'il vous plaît, lavez votre canot ». Mais il n'y a pas d'eau
pour le laver et j'étais aux États-Unis, donc je rapportais mon canot. Je savais que c'est une question, mais je ne savais pas où, comment le laver avant de le ramener à travers la frontière. Donc, c'est une question très, très vaste, très importante, et c'est vraiment au gouvernement de déterminer comment ils vont bien gérer la situation.